Bonjour, bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce numéro de PUMS, l'émission santé. Chaque jour, nous recevons des recommandations du monde médical. Alors souvent, ce sont des interdits ou des limitations de nos plaisirs. Il faut manger moins gras, moins sucré, moins de viande, ne pas fumer, éviter l'alcool. Alors avec ça, beaucoup d'entre nous finissent par une réflexion. Je préfère me faire plaisir et vivre moins longtemps plutôt que tout m'interdire pour la santé. Eh bien ici, on va vous démontrer que le plaisir, c'est possible et qu'il est même nécessaire si on veut vivre longtemps et en pleine forme. Alors on va être avec le docteur Flore Baronnet, chroniqueuse régulière de PUMS, bonjour, et le docteur Chanel Obadia qui est addictologue. Toutes les deux, vous allez nous expliquer comment fonctionne le plaisir. Ça se passe dans le cerveau. On recevra Sébastien Boller. Sébastien Boller, c'est un docteur en neurosciences et il va nous expliquer sa thèse. Selon lui, il y a un bug humain. Notre cerveau nous pousserait à nous détruire au nom du plaisir immédiat. Je vous promets, on verra comment faire pour que la recherche du plaisir ne nous détruise pas. C'est ça le défi de cette émission. Et vous, Flore, un autre défi majeur. En fin d'émission, vous allez nous donner, en tant que médecin, vos conseils pratiques. On recevra votre prescription de plaisir pour la santé. Mais pour le moment, je vous propose d'abord de comprendre d'où vient et ce que c'est que le plaisir. Alors peut-être vous savez, Flore, peut-être vous savez ce que c'est que le plaisir. Vous avez vos idées et on va voir quelles sont-elles. Je vous propose d'abord de voir quelles sont vos opinions sur le plaisir et la santé. Bonjour PUMS. À chaque fois qu'on nous dit qu'il y a un truc qui est bon, qui fait plaisir, on nous dit que c'est mauvais pour la santé. C'est désespérant. Bonjour PUMS. Donc pour moi, le plaisir, c'est la sensation que tu as après un entraînement, d'avoir bien commencé ta journée et de pouvoir la continuer avec autant d'énergie. Voilà. Notre recette du plaisir, c'est manger du pois chiche ou des burgers, un bon burger de temps en temps, faire beaucoup de voyages et profiter de notre vie de couple quand l'envie nous prend. Bonjour, je préfère me faire plaisir plutôt que de me priver, quitte à vivre moins longtemps. Alors moi, je préfère pas me priver, j'aime bien me faire plaisir et je voudrais vivre très longtemps. Bon, alors comment on fait là? Il faut qu'on trouve des solutions. Alors on va essayer d'être pragmatique. Pour rester dans le ton, je vous ai amené un petit cadeau, Boris. Ah, merci beaucoup, du chocolat. Vous savez que quand on mange du chocolat, en tout cas moi, c'est ce qui ça me concerne, on a très vite du plaisir. Mais je ne mange pas tout de suite, j'essaie de me restreindre. C'est bien, il faut rester Pour le moment. raisonnable. Mais vous avez raison, parce que la nourriture, et en particulier les aliments sucrés, comme le chocolat, nous procurent du plaisir parce qu'ils stimulent un circuit qui s'appelle le circuit de la récompense. Et c'est cette stimulation qui est associée au plaisir. Alors, je vous ai parlé de plaisir, et là, vous allez sur un autre sujet, vous parlez de récompense. C'est quoi le rapport? Eh bien, le rapport, c'est qu'on partage ça en réalité avec un grand nombre de mammifères. Et ce circuit de la récompense, il a pour but de maintenir notre équilibre global, ce qu'on appelle l'homéostasie. Donc, il va être stimulé par des comportements qui sont importants pour notre survie. Par exemple, l'alimentation ou la reproduction. Mais ça se passe donc dans le cerveau. Ça se passe dans le cerveau. Et ça va impliquer un certain nombre de régions cérébrales. Vous avez préparé un petit schéma. Exactement, c'est tellement beau un cerveau. Donc notamment le cortex préfrontal, le noyau accumbens, l'aire tegmentale ventrale, ça c'est le circuit de la récompense et c'est intimement relié avec l'amygdale qui participe à la prise de décision, l'hippocampe qui appartient au circuit de la mémoire et c'est également relié à tout le circuit de la motricité. Donc quand je mange un carreau de chocolat, eh bien j'active tout ce système. C'est tout ce système qui va s'activer et ça va avoir tendance à aboutir à la libération de dopamine, qui est en quelque sorte le neuromédiateur du plaisir. Et en fait, cette dopamine, elle est utile aussi pour mémoriser le stimuli qui vous aura conduit à l'expérience de plaisir. Oui, j'ai la mémoire du chocolat. Exactement. Et ça entraîne un renforcement positif, parce qu'une fois qu'on a compris que c'était bon, eh bien, on a tendance à retourner vers des comportements qui apportent du plaisir, ou à l'inverse, à éviter un comportement qui serait dangereux et qui, lui, moi, je vais vous dire un truc. Là, il y a marqué que c'est au caramel à la pointe de sel, mais en fait, il n'y a pas besoin que ce soit exactement le même. S'il y en a un autre, par exemple, même au lait, c'est pas la même chose, mais ça me remémore quand même le chocolat, c'est normal. On a une mémoire globale en sachant que tous les différents types de chocolat, voire éventuellement pour certaines personnes des bonbons, tout ça va être stocké dans quelque chose dont on a mémorisé que le goût sucré est plus ou moins chocolaté et procureur de plaisir. Dites-nous comment ça a été découvert. Alors ça date.
Je vois que tout de suite, vous vous amusez avec notre petit rat. Je sais ce que vous allez dire, en fait. Vous avez compris, en fait, ça aurait été un beau cobaye. Ça a été décrit au début des années 50 par On va voir Howard ça en Seminer. image. Et donc, l'image va être plus sérieuse que votre petite peluche, mais c'est très Issue d'une mignon revue quand même. scientifique très sérieuse. Tout à fait. Ces chercheurs, donc, au début des années 50, ont implanté une électrode dans le noyau accumbens d'un rat. Et on a vu que le noyau accumbens appartenait au circuit de la récompense. Et le rat pouvait de lui-même, avec un petit levier, stimuler son noyau accumbens, ce qui entraîne la libération de dopamine. Et en réalité, dès qu'il avait compris le truc, le rat, votre rat, se mettait à stimuler de façon répétée et excessive la stimulation électrique. Donc et là- on oubliait même de s'alimenter. Il fallait à la fin enlever la stimulation des rats, sinon ils se laissaient mourir de faim. Donc il voulait des doses de plaisir. Et donc, Exactement. Ce qui prouve que la stimulation directe est très importante de ce circuit. En fait, elle est extrêmement puissante et elle peut même être contre-productive, puisque là, on en oublie des comportements élémentaires et indispensables à la survie. alors tout ça, ça nous donne une idée. C'est de stimuler ça chez l'humain. Pourquoi on n'a pas un petit médicament ou un petit quelque chose dans le cerveau qu'on active en permanence pour se donner une dose de plaisir, et si après ça nous fait oublier de manger, pourquoi pas? Alors, il y a des substances qui font ça directement, mais là, on n'est plus dans le champ du chocolat. On va en arriver à des substances de type drogue et autres comportements un peu illicites. Donc c'est de la drogue dans ce Ouais. cas-là. Chanel, dans ce cas-là, donc c'est comme ça que fonctionnent les drogues. C'est une zone du cerveau qu'on active et qui procure du plaisir. Effectivement, dans un premier temps, ça provoque du plaisir. Et au fur et à mesure de la répétition du comportement, le circuit va se modifier et ne va plus pouvoir contrôler ce qui est en train de se passer. Et c'est pour ça qu'il y a répétition. Et quand il y a répétition, c'est là où commencent à arriver les difficultés. Et donc à un moment donné, le fait d'activer cette zone, alors là c'est pas une électrode, mais c'est un produit chimique, à un moment donné, on ne ressent plus la même chose. Effectivement, le plaisir de la première fois est très intense. L'individu va rechercher à rétablir ce plaisir qui a été très intense la première fois, sauf qu'il ne va jamais réussir à être aussi intense que la première fois. Il va y avoir une augmentation de dopamine, mais qui ne va plus être aussi importante que les fois précédentes. Et donc, on va devoir continuer le comportement pour pouvoir avoir à nouveau la dopamine, et ce ne sera jamais suffisant. Bon, alors on va pas aller dans les drogues. Ce chocolat, je le mange. Alors, en réalité, rien qu'en le regardant, il se passe déjà quelque chose. Parce que la simple envie de quelque chose dont vous savez que ça va vous procurer du plaisir, elle déclenche déjà la sécrétion de dopamine. Mais là, vous êtes en train de me dire que, j'y crois pas pour l'instant, mais on va quand même voir, que j'ai pas besoin de manger le chocolat pour éprouver le plaisir. Ah, ça serait trop simple, ça aiderait à contrôler sa consommation en chocolat. Je pense que ça plairait à tous les gens qui sont accros au sucre. Alors malheureusement, c'est pas aussi simple. Je vais vous donner un petit exemple. Il y a une étude qui avait été faite chez le singe avec des bananes. Donc logiquement, le singe aime la banane. Quand on donne une banane à un singe, ça entraîne une sécrétion de dopamine chez lui. On peut habituer le singe, on va dire le conditionner, on lui montre un drapeau à chaque fois avant de lui donner une banane. On répète ça un certain nombre de fois et au bout d'un certain temps de répétition de ces comportements, quand le singe voit le drapeau, il s'attend à avoir la banane, donc dès qu'il voit le drapeau, il y a une augmentation de sa sécrétion de dopamine. Mais on sait que si on lui montre le drapeau, mais qu'on oublie de lui donner la banane dernière, ou qu'on refuse de la Donc lui donner, il a de la dopamine parce qu'on lui montre le drapeau. donc il sait qu'il va avoir la banane, il anticipe le plaisir Comme de moi, la banane. moi c'est pas la banane, mais c'est le Exactement. chocolat. J'ai la Donc, vous dopamine quand gardez je le regarde. chocolat qui est prêt à... Voilà. Mais si je vous enlève la plaquette de chocolat ou si j'enlève la banane ou oublie de la donner à mon singe, la sécrétion de dopamine, en réalité, elle va diminuer. Donc pour maintenir la sécrétion de dopamine, il faut quand même manger ce chocolat que je garde et que je mangerai peut-être dans quelques instants. Chanel, il y a des situations où le simple fait de voir un produit ou un aliment comme ce chocolat, ça déclenche une envie irrépressible de le consommer. Est-ce que ça aussi, c'est la dopamine qui provoque ? En partie, c'est en partie la dopamine qui provoque ça. Effectivement, on revient dans ce circuit de la récompense où il y a de la dopamine. Mais il n'y a pas seulement de la dopamine dans ce circuit de la récompense, il y a plein d'autres neuromédiateurs. Mais effectivement, cette envie irrépressible qu'on appelle craving et qui est un craving de conditionnement, met en jeu la dopamine. Bon, je vais manger ce chocolat, mais après l'émission quand même. Je ne vais pas le faire tout de suite, sinon après on aura la bouche pleine. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses que le chocolat qui peuvent activer le circuit de la récompense ?
Alors, comme c'est un circuit qui a aussi pour but de maintenir la survie de l'espèce, évidemment que l'activité sexuelle va être un bon stimulant du circuit de la récompense. Mais heureusement, on est quand même un petit peu plus évolué que certains primates. Donc, il y a des choses un peu plus subtiles qui vont aussi le stimuler. On sait maintenant que l'art, par exemple la contemplation d'un tableau, l'écoute de musique classique, elle va activer des régions qui appartiennent à ce circuit de la récompense. Alors, c'est plus les régions préfrontales parce qu'on est sur des choses qui sont moins inné, moins indispensable à la survie de l'espèce, donc c'est plus sensible à l'apprentissage, mais on a aussi une activation du circuit de la récompense Donc, par des choses par artistiques. L'art, la lecture par exemple aussi, j'imagine, pour ceux qui éprouvent du plaisir en lisant. Et Chanel, est-ce qu'on peut être addict à l'art et à la lecture? Est-ce que tout, on a parlé du chocolat, on a parlé des drogues, est-ce qu'on peut être addict à tout ce qui procure du plaisir? Je crois que pour parler d'addiction, il faut comprendre que c'est plutôt le rapport qu'on a soit à un produit, soit à un comportement, et qui entraîne des conséquences négatives. D'accord, bon, donc c'est pas l'art ou le chocolat ou le bonbon qui vont le provoquer, mais c'est la manière dont on va l'utiliser, et on peut être théoriquement addict à tout dans certaines circonstances. C'est ça que vous nous dites? Peut-être. Bon, il y a une autre forme de plaisir dont vous n'avez pas parlé. C'était pas trop prévu en fait d'en parler, mais je vous pose la question parce que ça m'est venu, moi ça me concerne personnellement, c'est le plaisir du soulagement. Vous savez, après un effort important, un concours, un examen, juste après, il y a comme ça une sensation de bien-être, de devoir accompli, c'est terminé quoi. Alors effectivement, Voilà. là, je partage cette expérience-là. Je ne saurais pas vous dire comme ça à brûle pour point si c'est parce que c'est une vraie Moi, ça me stimuli fait de ça récompense. Après, après un concours. Si en réalité, c'est juste la fin d'un stimuli douloureux. Je s'arrête avec donc une sensation. Je crois qu'il faut bien faire la différence entre plaisir et bien-être et les différents neuromédiateurs que sont la dopamine et la sérotonine, par exemple, qui n'ont pas les mêmes actions. Et il semble que le plaisir instantané ne soit pas exactement pareil que ce bien-être qu'on peut ressentir, donc des nuances très importantes et qui correspondent à des réalités chimiques différentes. Merci beaucoup, on vous retrouve dans quelques minutes pour des conseils pratiques, et on voit qu'il y a mille et une façons d'éprouver du plaisir. On a vu quelques exemples, mais peut-être que ceux que nous avons appris à connaître depuis l'enfance, tous ces plaisirs immédiats, simples à obtenir, peut-être qu'ils sont dangereux. En tout cas, c'est la thèse de notre invité, Sébastien Boller, que l'on accueille. Sébastien Boller, bonjour. Bonjour. Installez-vous. Alors, vous êtes, je le dis en premier lieu, chercheur en neurosciences et également rédacteur en chef de la revue Cerveau et Psycho. Alors, vous développez une thèse. Selon vous, il y a un bug humain. Notre cerveau nous pousserait à nous détruire au nom du plaisir immédiat. Vous voulez dire que le plaisir immédiat, c'est un danger? Aujourd'hui, c'est devenu un danger. Parce que toute la fonction de ce circuit qui a été si bien décrit il y a quelques instants, ce circuit de la récompense, ça a été pendant une grande partie de notre histoire, pendant tout le paléolithique, l'âge de pierre, ce qui a assuré notre survie par l'alimentation, la reproduction, le statut social, la capture d'informations dans notre environnement. Toutes ces choses-là nous ont aidés à survivre, parce que c'était le plaisir qui était à la clé. D'accord ? Mais on vivait dans un milieu relativement pauvre, que ce soit en ressources alimentaires, ou en opportunité d'avoir des relations sexuelles, ou en opportunité d'augmenter notre statut social. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que... Donc vous voulez dire que c'est grâce au plaisir qu'on était motivé finalement à répondre aux besoins fondamentaux que sont se reproduire, s'alimenter, notamment. Si vous n'avez pas de récompense en termes de plaisir quand vous mangez, vous arrêtez de manger. Il y a des personnes dont ce système de récompense est détruit accidentellement, elles ne s'alimentent plus, c'est fini, il faut vraiment leur mettre la nourriture dans la bouche. Donc ça, c'est ce qui se passait au départ. Voilà. Et c'est devenu un problème. Ça a été notre passeport pour la survie, mais évidemment, on n'obtenait pas tous les jours des quantités pléthoriques de nourriture quand on vivait dans des cavernes. Alors qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, la technologie s'est développée grâce au cortex cérébral qui produit de l'intelligence, de l'abstraction, de la planification, de la coopération entre les humains. Et aujourd'hui, notre appareil technologique industriel a inventé l'élevage en batterie, l'agriculture industrielle, les pesticides, les OGM. Les rendements de l'agriculture ont augmenté au point qu'aujourd'hui, vous n'avez plus qu'à cliquer sur une souris pour avoir à manger en moins de 10 minutes ou aller chercher un hamburger au coin de la rue. Et donc, on est pas dans la même souris que nous. Non, c'est pas la même. Souris de l'ordinateur, vous voulez dire. Voilà. Et le résultat, c'est qu'on vit dans une société de pléthore où ce désir d'avoir du plaisir n'a plus de frein. Donc le résultat, c'est l'obésité qui est en flèche, qui est en augmentation spectaculaire sur tous les continents, et que l'OMS qui nous dit qu'on meurt plus aujourd'hui
des conséquences de l'obésité et du surpoids que de la faim dans le monde. C'est-à-dire que ce besoin initial de s'alimenter, qui était absolument vital, qui était notre passeport pour la survie, est devenu inadapté. inadapté. Mais vous voulez dire finalement qu'on est trop intelligent, parce que c'est grâce à l'intelligence qu'on a développé toute la technologie. Ça, c'est pas de la bêtise quand même, d'avoir développé des choses. Ouais. On a un cerveau intelligent, on a un cerveau trop fort. Trop fort par rapport à nos capacités de régulation de nos désirs. Alors, s'il est trop fort, trop performant, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut le ralentir? Ça paraît fou de dire aujourd'hui qu'il faudrait ralentir notre cerveau pour pas qu'il nous amène à cette technologie qui permet d'assouvir les plaisirs. Il faut savoir que le plaisir n'est pas toujours notre ami. Il est notre ami tant qu'il est dans une forme de régulation et de modération, ce qui a été fait naturellement par la rareté des ressources pendant 99% de notre présence sur Terre. Mais ce qu'aujourd'hui nous devons faire nous-mêmes. Face à la pléthore, nous devons apprendre à nous modérer nous-mêmes. Donc vous n'êtes pas pour ralentir le cerveau, d'y prendre des médicaments pour faire qu'on n'ait plus envie de progresser et avoir plus de productivité. Vous êtes pour qu'on apprenne à s'auto-limiter. Ne pas être esclave de ce système-là. Savoir prendre ce qui est bon, c'est-à-dire on a besoin de plaisir pour vivre, mais ne pas être amené vers le toujours plus. Et le problème, c'est que ce système de récompense, on l'a dit, il est gouverné par le principe du toujours plus. C'est-à-dire que les neurones à dopamine, dans ce noyau accumbens ou dans le striatum qui l'englobe, qui est une autre partie du cerveau, quand on leur donne tous les jours la même quantité de stimulation, au bout d'un moment, ils arrêtent de libérer de la dopamine. La seule solution, c'est d'augmenter les doses. Et donc, si vous avez tous les jours le même nombre de likes sur Internet, tous les ans, par exemple, le même partenaire sexuel ou tous les jours la même voiture avec le même niveau d'équipement, au bout d'un moment, il n'y a plus de dopamine. Donc la seule solution qu'on trouve, c'est d'augmenter les doses. Donc il faut apprendre à s'auto-limiter. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a 3 pistes. La première, je crois que c'est de rajouter de la conscience dans notre façon d'éprouver du plaisir. Parce que quand on est face à des ressources illimitées, la tentation, c'est de se dire, je mange par exemple devant mon écran et je ressens plus tellement de plaisir quand j'ai pioché 10 fois dans le bol de chips, donc je pioche encore plus. Et le problème, c'est que comme je suis distrait par des images qui bougent, j'ai plus tellement la présence de ressentir la saveur de ce que je mange. Donc il faut retourner à la présence du plaisir. Parce qu'il peut passer à la trappe de notre conscience, le plaisir. Ça devient machinal. Vous faites allusion à des techniques de pleine conscience, de méditation. Oui. Il y a des applications d'ailleurs qui existent, qu'on peut télécharger, qui aident à manger en pleine conscience, à vivre en pleine conscience. Il y a un exercice, et on va le faire ici en plateau, l'exercice du raisin sec. Oui. Où vous allez nous montrer en quoi ça consiste. Je vais donner un raisin sec à chaque personne sur le plateau. Ici, voilà Chanel, voilà Flore. Et également, peut-être que vous en avez besoin, allez, montrez-nous en quelques secondes en quoi ça consiste. Alors, le principe de l'expérience du grain de raisin qui m'a été enseigné par Christophe André, le grand psychiatre qui a mis ça en place à l'hôpital Sainte-Anne, pour des personnes en surpoids justement qui sont dans une alimentation compulsive, le principe c'est de se dire, on va essayer d'avoir autant de plaisir mais avec moins de stimulation. Donc, un grain de raisin, habituellement, on l'avale tout rond en pensant à autre chose. On n'a aucun plaisir, donc on en avale beaucoup plus. On finit le sachet. Voilà. C'est un petit tyran, voilà. C'est rien. Et là, on va se dire, on va rajouter la conscience dans la boucle. C'est-à-dire que le grain de raisin, on va se dire, d'abord, tiens, j'ai un grain de raisin dans la main, je le regarde. J'essaie de le mettre à contre-jour, je regarde ses replis. C'est joli. Voilà, c'est spécial un grain de raisin. Ça a une couleur un petit peu ambrée comme ça. Et puis, on va commencer à le respirer, le sentir. Et au bout d'un moment, on se rend compte, la senteur est discrète, mais elle existe. Et c'est vraiment celle du grain de raisin. Et là, il y a déjà de la dopamine qui arrive, comme vous le disiez, Fleur, tout à l'heure. C'est un indice qui nous prépare au moment où on va le manger. Donc là, on commence déjà en fait, il a raison, à avoir un plaisir par anticipation. Voilà, là, ça fait 1 minute que ça dure. On va le mettre dans la bouche tout doucement, mais on ne va pas l'avaler. Et on va attendre le moment où la saveur, la fragrance va se répandre dans le palais. On va identifier le goût du raisin sec, c'est bon. Ce n'est pas la peine de le manger. Et puis, on va le faire tourner autour de la langue. Sous la langue, il y a aussi toutes les muqueuses avec la salive qui va... pas parce que j'aime vraiment pas les raisins secs. Qui va véhiculer... c'est raté alors. Mais l'odeur m'a provoqué une sensation de... Ensuite, vous le mordillez. En le mordillant, vous éprouvez sa texture. Et puis, vous faites surgir un peu de sucre de raisin sec. Et puis, une fois que le raisin est ouvert, vous pouvez le plaquer sur votre langue. Vous avez énormément de plaisir à ce moment-là. Donc, on comprend qu'avec un peu de temps... L'exercice entier dure un quart d'heure. On ne peut pas manger... Ah, c'est un exercice. On ne va pas manger les raisins secs de cette manière à chaque fois. Pas à chaque fois parce qu'on n'a pas le temps. Malheureusement, c'est un des problèmes du monde d'hyperproduction et d'hyperalimentation et d'hypersexualité et d'hyper tout dans lequel on vit, c'est qu'on n'a plus le temps. Mais ça permet de comprendre que pendant ces 15 minutes où les gens le font vraiment en atelier de groupe, au bout de 15 minutes, il y a des gens qui vous disent « j'ai l'impression d'avoir fait un repas ».
C'est-à-dire que 15 minutes, c'est un peu le temps critique au bout duquel les mécanismes de la satiété se mettent en route aussi. Donc ce que vous voulez nous dire, c'est qu'en faisant attention à toutes ces sensations, eh bien, on a récompensé notre cerveau de manière plus efficace, et donc on a besoin de moins manger ce type d'aliment. Vous pouvez avoir autant de dopamine avec moins de donc matériaux la de base. pleine conscience pour mieux profiter des plaisirs immédiats. Vous parlez également du plaisir de partager, d'apprendre à partager. Ça, c'est une grande découverte. Ça, c'est tout récent. C'est des découvertes qui ont été faites par des scientifiques suisses à Zurich. Ils ont mis des volontaires dans une IRM, vous savez, pour mesurer l'activité du cerveau, et leur ont fait passer un petit test. Ils leur remettaient à chacun et chacune, parce que c'était des hommes et des femmes, une somme d'argent en leur disant « Cet argent, vous pouvez le garder pour vous ou vous pouvez le partager avec un inconnu qui se trouve dans la pièce d'à côté et que vous ne reverrez jamais. » Donc, une possibilité d'altruisme total et gratuit. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'une majorité d'hommes, par exemple, décidaient de garder l'argent pour eux. Et dans leur cerveau, on voyait qu'ils avaient de la dopamine, justement, dans leur système de récompense. Ne Donc dites c'était pas que c'est logique. différent chez les femmes. Ben si. Chez les femmes, il y avait une majorité de femmes qui décidaient de partager une somme plus ou moins importante avec l'inconnu, avec la personne qu'elles ne reverraient jamais. Et le plus surprenant, c'est qu'elles avaient une libération de dopamine dans cette même partie du cerveau. Donc, voulez-vous dire que la femme éprouve un plaisir à partager, qui est objectivé en tout cas par la fabrication de dopamine. Donc le partage, c'est quelque chose qui est une alternative à certains plaisirs immédiats, ou en tout cas qui donne du plaisir. Mais alors pourquoi chez l'homme, ce n'est pas le cas ? C'était la grande question qui se sont posées. D'abord en se disant, est-ce que c'est une question de chromosome X, chromosome Y, d'hormones qui sont différentes chez l'homme, chez la femme. Très vite, ils se sont aperçus que ça ne permettait pas d'expliquer une telle différence. Et en fait, l'explication est venue de la sociologie et de l'éducation. C'est-à-dire que quand on observe dans toutes les familles du monde, pratiquement, parce que la plupart des sociétés à la surface du globe sont quand même des sociétés patriarcales, vous regardez comment sont éduqués les petits garçons et les petites filles, c'est très simple, c'est qu'un petit garçon qui garde ses affaires pour lui et qui se bat pour son bout de steak, on lui dit c'est très bien, tu t'es pas laissé marcher sur les pieds. Alors que la petite fille, c'est l'éducation si qu'il faut modifier. Alors si elle partage, on lui dit bravo. Et qu'est-ce qui se passe quand on dit bravo à un enfant? On lui donne du statut social. Et ça, c'est le troisième grand type de stimulation après l'alimentation et le sexe qui stimule très fortement notre système de récompense. C'est un peu moins connu, mais dès qu'on a de l'importance socialement, ça libère de la dopamine. Donc quand on associe ce statut social à des actes de partage, à ce moment-là, on remodèle ce système de la récompense pour lui faire libérer de la dopamine à travers des comportements altruistes. Et donc il faut éduquer nos enfants, mais également les adultes, à partager et à retrouver une sensation un statut social à travers le partage et pas uniquement à travers le fait de garder pour soi. Merci beaucoup en tout cas. Donc, vous êtes auteur de cet ouvrage, Le bug humain. Alors ça fait peur quand on regarde ça, mais vous nous avez montré aujourd'hui qu'il y a plein de solutions à mettre en œuvre maintenant au niveau individuel, au niveau de la société, pour que ces plaisirs immédiats ne nous détruisent pas. Merci beaucoup Sébastien Boller d'avoir été avec nous. Alors, encore une petite citation, Raoul Follereau, vous savez, c'est quelqu'un qui est connu en France pour la fondation qui porte son nom pour lutter contre la lèpre et la pauvreté. Qu'est-ce qu'il écrit ? Il écrit « Un sourire ne coûte rien et produit beaucoup. Il enrichit celui qui le reçoit sans appauvrir celui qui le donne. » Le fait de sourire, ça procure certainement du plaisir pour soi et pour l'autre. À méditer, sourire, c'est peut-être une solution. Il y en a d'autres, on voit tout cela en pratique. Alors Flore, on vous retrouve pour recevoir de vous du plaisir, enfin une ordonnance plaisir, une ordonnance médicale. Mais avant de regarder cette ordonnance formelle, est-ce qu'on a le droit de faire des demandes particulières? Je vous écoute, mon cher patient. Alors, commençons par l'alimentation. Comment je peux me faire plaisir, dites-moi la vérité, tout en mangeant des choses que j'aime, tout en restant en bonne santé? Alors, effectivement, malheureusement... Ah non, je vous vois ne plus sourire là. J'ai plus de dopamine là. Ça va se terminer bien. On a vu que les aliments sucrés, c'était des puissants stimulants du circuit de la récompense. Mais ce n'est pas particulièrement recommandé pour notre alimentation, où il faut qu'on garde une certaine mesure, comme l'a très bien dit Sébastien, sur ce type d'aliments.
Fort heureusement, notre circuit de la récompense, il s'éduque. Et notamment, on est très sensible en termes d'alimentation à la variété, à la couleur, au parfum, aux odeurs. D'où l'exercice qu'on a fait tout à l'heure qui nous permettait de stimuler tous nos sens. Et l'idée, ça va justement être d'éduquer notre circuit de la récompense en le rendant sensible à cette variété alimentaire qui peut être très bonne pour la santé, les fruits et légumes avec des couleurs variées, des épices qui vont donner du parfum, du goût, C'est vrai que vu des comme textures ça a différentes. quand même Exactement. Et une bonne finalement, allure, hein. c'est tout aussi appétissant que nos petits bonbons sur la table et néanmoins très compatible avec une bonne santé. Et alors quand on mange, il y a aussi un autre plaisir, celui de rester en société, entre amis. Exactement, parce que ce qui est très vrai, c'est que le fait de partager, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, mais d'échanger sur des moments alimentaires avec sa famille ou même dans un cadre amical ou professionnel, ça va décupler et augmenter le plaisir. L'alimentation a un rôle social extrêmement important et on prend toujours plus de plaisir quand on mange à plusieurs versus manger tout seul, a fortiori devant un écran d'ordinateur, comme malheureusement c'est de plus en plus souvent le cas. Alors on a fait un sondage pour voir si des choses saines peuvent aussi faire plaisir. Je vais vous demander de réagir, vous-même ici en plateau, mais également vous qui nous écoutez. On a comparé deux images, vous allez comparer deux images. Voici en haut une gaufre et en bas un sofrito. Alors le sofrito, pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu l'émission où nous en parlons, le sofrito, c'est une sauce tomate avec beaucoup d'antioxydants, d'huile d'olive. Ça fait partie de la diététique méditerranéenne et c'est très bon pour la santé. Je vais vous demander de voter sur Instagram entre la gaufre et le sofrito. Voici le résultat. Vous êtes 70% à avoir préféré le sofrito. Alors évidemment, ce n'est pas en direct puisque vous nous regardez là en différé, mais ce sondage, il est authentique. Ce qui veut dire que quand c'est bien présenté, Flore, on peut préférer un aliment sain par rapport à un aliment gras et sucré comme la gaufre. Tout à fait. Alors, quittons l'alimentation et parlons d'autre chose, du sport. Alors, pour le sport, effectivement, c'est bien démontré que les sports d'endurance, notamment la course à pied, entraînent une libération d'endorphines. Certains nous disent qu'ils éprouvent une véritable dose de plaisir. Hein. Oui, tout à fait. Alors, c'est quand même au bout d'un certain délai. La plupart des gens qui décrivent ça le décrivent au bout de 20 à 30 minutes de course. Donc, il faut quand même passer la douleur des premiers kilomètres. Moi, personnellement, je n'ai jamais réussi. Moi non plus, en fait. Mais c'est bien décrit et c'est bien documenté. Donc là, effectivement, on est peut-être plus dans le bien-être que dans le plaisir. Mais c'est décrit comme étant quelque chose de très fabrication de substances chimiques dans le cerveau. Tout à fait. Les endorphines. Les endorphines. Chanel, vous qui connaissez un peu la chimie du cerveau, les drogues, pas pour vous, mais dans votre profession, Chanel, attention, il y a vraiment des endorphines fabriquées quand on fait du sport. Je sais que c'est marqué partout, mais je ne l'ai jamais éprouvé. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui l'éprouvent, d'autres qui ne l'éprouvent pas? Est-ce que je fais mal mon sport? En tout cas, est-ce que c'est une réalité? Oui, c'est une réalité, comme l'a souligné Flore, au bout d'un certain temps. Donc, il faut passer le cap des 20-30 minutes, ce que beaucoup d'entre nous ne font pas forcément. Alors, il y a une autre activité qui arrive en tête quand on demande aux Français ce qui leur font plaisir, c'est les écrans. Alors effectivement, les téléphones portables, les tablettes, les télés, les ordinateurs, on passe de plus en plus de temps devant les écrans. En fait, le principal dans l'histoire, c'est de rester le moins inactif possible. Et d'ailleurs, il y a des consoles de jeux qui ont bien compris ce principe-là en essayant de faire bouger les gens. Bon, au bout du compte, on a tous le droit de faire une petite pause cérébrale. L'idée, c'est comme pour tout, ce que disait Chanel tout à l'heure, c'est de garder de la mesure. Et de ne pas passer dans un excès qui empêche d'avoir d'autres activités, notamment sociales. Il y a finalement peu de données scientifiques vraiment précises sur le domaine. La plupart, c'est chez l'enfant et l'adolescent. Et ce qu'on sait d'études... Combien de temps voilà, alors c'est difficile de dire une durée exacte. Mais par exemple, des études nord-américaines ou anglaises disent qu'au-delà de 4 heures par jour d'écran, ce qui est beaucoup, mais ce qui, si on réfléchit au temps qu'on passe sur nos téléphones, est finalement assez vite atteint, chez une population d'enfants et d'adolescents, on n'est pas chez l'adulte, il y a une augmentation du surpoids, de certains troubles comportementaux, notamment l'anxiété, voire des comportements violents. Et également des risques d'addiction, hein. On en parle beaucoup, d'addiction aux écrans quand on ne les utilise pas correctement, Chanel. Plus que l'addiction aux écrans, c'est plutôt ce qu'il y a derrière l'écran qui peut être problématique. Donc attention aux écrans, mais on peut quand même les utiliser pour avoir un peu de plaisir. Avec mesure. Alors, à l'inverse, il y a une prescription médicale que vous nous donnez, qu'on va revoir sur l'ordonnance, c'est de dormir. Ça, on retrouve le sourire. Est-ce qu'on peut dormir autant qu'on veut?
et rester en bonne santé? Alors c'est sûr que la grasse matinée, pour beaucoup d'entre nous, c'est quand même un petit plaisir. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, quand on a une perturbation du sommeil, des nuits plus courtes ou une réduction notamment du sommeil paradoxal, c'est associé à des pathologies, à des troubles cognitifs, aux maladies cardiovasculaires. Néanmoins, on sait aussi sur des études, quand on regarde les données de plusieurs millions de personnes, qu'une augmentation significative de la durée du sommeil, ça s'associe aussi à un certain type de complications. Parce que il y a des maladies qui augmentent de façon extrême les besoins en sommeil ou bien qui donnent un sommeil qui est totalement non réparateur. Donc dans ces études-là, la durée optimale de sommeil, elle semble être entre 7 et 8 heures. Donc pas dépasser 8 heures. Bon, est-ce qu'il y a quand même des choses que vous prescrivez à volonté pour le plaisir? Alors, on a parlé de l'art tout à l'heure. On peut s'éduquer. Effectivement, plus on commence jeune et plus c'est facile, mais on peut toujours éduquer notre cerveau avec une consommation de produits d'art, apprendre à voir le beau, mais aussi les musées, le cinéma, etc. Et ça, c'est scientifiquement prouvé. Effectivement, il y a une étude anglaise qui a montré qu'il y avait une réduction du risque d'avoir une dépression dans sa vie quand on allait régulièrement consommer de l'art, c'est-à-dire au musée, au cinéma, au théâtre. Ils ont montré qu'il y avait 32% de dépression en moins chez des sujets, ce n'étaient pas des patients justement, mais qui arrivaient à l'âge de la retraite, s'ils allaient plusieurs fois par an au cinéma, au théâtre, au musée. Et quand c'était au moins une fois par mois, le risque était même divisé par 2. Alors c'est une association thérapeutique, association statistique, je veux dire, entre les deux choses. Mais on a envie de se dire que c'est causal et que donc le fait de profiter de l'art a un effet favorable pour la santé. Chanaëlle, risque d'addiction ou l'art à volonté? L'art à volonté. Bon, vous êtes toutes les deux d'accord. Alors, il y a une question, ou plutôt un sujet que je n'ai pas osé aborder, l'activité sexuelle, la volonté... Ah, vous faites allusion au risque d'addiction? Exactement. Chanaëlle. Ce qui est important de rappeler dans l'addiction, c'est que c'est surtout le rapport qu'on a soit au comportement, soit au produit, et donc la fréquence et la quantité n'interviennent pas dans les critères de diagnostic d'une addiction. Donc on peut dire aux gens qu'il n'y a pas de limitation en termes de fréquence des relations sexuelles? Tout dépend des conséquences négatives que ça peut impliquer. Alors, sur le plan scientifique, vous avez peut-être vu passer, Flore, des études, notamment une étude anglaise, qui fait le lien entre une diminution de l'activité sexuelle et une dégradation de l'état de santé. Alors, effectivement, on revient quand même dans les histoires d'associations statistiques, mais les deux font la paire, entre guillemets, une activité sexuelle plus régulière et un bon état de santé. Ce qui est sûr, c'est que si on a une dégradation de son état de santé, que ce soit moral ou physique, ça va avoir des répercussions par de multiples voies sur l'activité sexuelle, mais que c'est finalement un bon marqueur de l'état de santé d'une population, tout à fait. À côté de ça, il y a des faits encore plus objectifs. Il y a une étude anglaise également qui a montré chez des hommes que le fait d'avoir des partenaires multiples au cours de sa vie permettait une réduction du risque de cancer, permettrait une risque de réduction de cancer de la prostate. Une association statistique. Exactement. Ce qu'ils ont observé, c'est que chez les hommes qui avaient eu plus de 20 partenaires au cours de leur vie, il y avait moins 28% de développement de cancer de la prostate par rapport à des personnes, des hommes qui n'avaient eu qu'une seule partenaire au cours de leur vie. Il ne s'agit pas de donner une recommandation ici, pas du tout, mais une observation et peut-être des pistes de recherche. Alors, pour terminer cette émission, Flore, on va reprendre votre ordonnance de manière synthétique. Premièrement, éduquer votre système de récompense alimentaire. C'est du travail, mais on peut y arriver. Deuxièmement, trouver ce qui vous fait plaisir dans le sport. C'est à mon avis un peu plus compliqué, mais il paraît que quand on cherche, on trouve. Troisièmement, limiter le temps d'écran au profit des échanges avec vos proches qui peuvent également faire fabriquer de la dopamine. Exactement, on va rajouter avoir un bon équilibre de sommeil, dormir entre 7 et 8 heures par nuit. Une consommation artistique qu'on a vue sans modération, à varier, le cinéma, l'art, la lecture, etc. Et garder une activité sexuelle régulière. Alors il y a quelque chose que je voudrais mentionner, parce que je trouve ça bien et vous ne l'avez pas mis, c'est les massages. Ce sont les massages. Les massages, ça procure un bien-être, du plaisir, et a priori, il n'y a pas de... Est-ce qu'il n'y a pas d'addiction au massage? Je ne crois pas. Vous ne croyez pas? Encore quelque chose de positif. Merci en tout cas, Chanaëlle, d'avoir été avec nous. Merci, Flore également. Merci à vous d'avoir suivi notre émission. Et en attendant la prochaine, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook et Instagram, pour interagir avec nous. Et à bientôt sur la chaîne.